C'est vraiment le berceau des dominations. Le tonton relou des repas de famille. Ils sont perçus comme un prolongement de leurs parents. Emmanuel ? Parfois, tonton relou, c'est toi. Sans fessée ni gifle, les parents ne savent pas éduquer leurs enfants. Emmanuel, viens ici. Delphine de Vigan donne voix à ses enfants qu'on ne veut pas entendre. T'as encore dissous l'Assemblée ? Bonjour et bienvenue dans le podcast pour le futur. C'est le podcast qui détricote les évidences. Aujourd'hui, on va parler des discriminations envers les enfants, l'adultisme. On va essayer de comprendre ce qui se passe actuellement et voir comment on pourrait faire mieux. Aujourd'hui, on reçoit Caro et Iser du collectif Enfantiste de Bordeaux. Je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour, je suis Caro, donc co-référente avec Heather du collectif Enfantiste 33. Je suis professeure des écoles et je suis rescapée de l'inceste et de maltraitance grave familiale. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Heather, donc co-référente avec Caro depuis bientôt 3 ans sur l'antenne de la Gironde et je suis assistante sociale de formation. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter le collectif dont vous faites partie ? Oui, alors le collectif a été créé en 2022 par Claire Bourdille et donc notre antenne girondine existe depuis à peu près 3 ans. Actuellement, il y a à peu près une vingtaine d'antennes sur toute la France, donc on grossit d'année en année. C'est un collectif qui se veut intersectionnel et inclusif et qui est politique mais apartisan. Voilà. C'est-à-dire politique dans le sens où la question de l'enfance se veut politique. Ça doit être une prise de position politique, mais apartisan dans le sens où nous ne sommes pas affiliés à des partis politiques. Voilà, donc ces missions, en gros, c'est évidemment œuvrer en faveur des droits de l'enfant et tenir les enfants informés, mais aussi lutter contre toute forme de violence, de discrimination et contre l'adultisme. Donc le système de domination de l'adulte envers l'enfant sous prétexte que, en raison de son âge, il serait moins capable, il aurait moins de capacité à exprimer ses désirs, ses besoins et à décider pour lui. Voilà. Donc et on estime au collectif Enfantiste que l'adultisme, c'est vraiment le berceau des dominations. C'est avec ce premier contact dès la naissance avec cette forme de domination de l'adulte sur l'enfant que l'enfant va vivre l'expérience de la domination et va par la suite, en connaissant d'autres, puisque un enfant peut aussi vivre le racisme, le validisme, etc., va développer ce rapport à la domination et voir les rapports aux autres dans ce système-là. Donc soit en reproduisant, soit en subissant, voilà. Oui, en fait, on est vraiment sur une intériorisation de ce principe de domination et qui après va pouvoir se cumuler avec toutes les autres formes de discrimination dont parlait Caro, notamment la question, par exemple, des enfants qui deviennent adolescents et notamment la question des jeunes filles. Donc, on va avoir ce principe de domination par la question d'être enfant, puis après par la question d'être une enfant en raison de son genre, etc. Donc, on va être sur ce cumul-là et sur une difficulté à se prémunir en fait de ces oppressions-là, de ces rapports de domination parce qu'ils sont intériorisés depuis tout petit. Du coup, on peut peut-être commencer, si ça vous va, par quelques questions d'introduction, juste pour définir certains termes. Donc, on en a déjà commencé à un peu en parler. Mais du coup, la différence entre le terme adultisme et le terme enfantisme, de ce qu'on a compris, c'est que l'adultisme, c'est la discrimination et l'enfantisme, c'est le combat. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Alors c'est le combat, mais c'est aussi, pouvoir avoir un regard différent sur l'enfant et sur, voilà, ce rapport, enfant-adulte et essayer d'avoir un regard à hauteur d'enfant et un regard, plutôt dans l'horizontalité. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas un regard au-dessus de l'enfant et voilà, on a un regard à hauteur d'enfant et cet enfantisme, ça peut être aussi le combat, évidemment, c'est le nom de ce combat, on a le collectif Enfantiste, mais c'est aussi une manière de voir, les choses et de voir la société. Enfin, ce n'est pas qu'un combat, c'est un changement de paradigme et un changement enfin, c'est une déconstruction.
Pour rebondir là-dessus, même un changement dans les postures. Quand tu parlais de se mettre à hauteur d'enfant, en fait, on est vraiment sur une question de posture, sur la façon dont on vient le considérer, le reconnaître dans sa singularité en tant que sujet. Et donc, quand on dit, nous, se mettre à hauteur d'enfant, c'est bien essayer de voir sous son prisme et de venir finalement valider et confirmer ce qui est de ses désirs et de ses besoins. Et du coup, en quoi on peut dire que c'est une oppression systémique comme j'allais dire le féminisme, mais non, comme le misogynie ou les discriminations de genre ou le racisme, etc. En quoi c'est une oppression systémique réellement? Cette oppression, elle s'instaure, en intrafamilial, dès l'enfance, mais elle s'instaure aussi dans tous les systèmes institutionnels. C'est-à-dire qu'elle vient concerner tous les enfants et tous les adultes. Dès lors que l'enfant, va à l'école, il est en contact avec, des adultes qui ne sont pas forcément à hauteur d'enfant, qui ne sont pas forcément, finalement dans une volonté, en tout cas dans une capacité à pourvoir à ses besoins ou en tout cas dans cette capacité-là à questionner leurs pratiques, à se mettre à sa hauteur. La question des institutions médicales, hospitalières, la recherche du consentement, par exemple, pour les enfants, ou à minima de le rendre acteur de sa prise en charge en fonction de son niveau de compréhension de la situation. En fait, on est vraiment sur une oppression systémique parce que c'est tous les adultes versus tous les enfants et dans toutes les sphères de la vie, privée mais aussi publique. Et avec, comment dire? Une société qui va continuer à entretenir et à véhiculer par le biais des médias, par le biais des publicités, par le biais des films, par le biais des téléfilms et cetera, va par des mots, des expressions qu'on continue à à utiliser et en fait, au quotidien, on est dans alors il y a effectivement les institutions et c'est le plus gros, mais il y a aussi ce petit truc du quotidien qui va, «Ce n'est qu'un enfant», «Oui, mais il peut pas comprendre, c'est un enfant». Enfin, tout un tas de petites choses au quotidien qui entretiennent, cet adultisme, en fait. Et peut-être c'est le moment de définir certains termes, aussi de savoir qu'est-ce qu'on doit dire. Mais est-ce qu'on utilise le mot enfant et quel terme on doit utiliser pour parler des enfants? On a vu certains endroits qu'on devait dire personne mineure. Il y a des personnes qui disent jeune personne. Est-ce que le terme enfant c'est discriminatoire ou est-ce que c'est un terme qu'il faut qu'on utilise et comment on doit les appeler? En fait, nous, on s'est questionné avec Caro sur l'intitulé. On parle voilà, de jeunes personnes, d'enfantes et d'adolescentes. Et en fait, on essaye de venir couvrir la tranche d'âge qui va reprendre du bébé jusque à la toute jeune personne considérée par la loi comme jeune adulte. Par exemple, on pense à la tranche des 18-21 ans, qui est une loi qui est un âge considéré comme jeune adulte, mais qui pour autant, dans certains dispositifs, va encore relever des dispositifs de la jeunesse, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance, où les enfants de 18 à 21 ans peuvent encore bénéficier de dispositifs de protection à leur égard. Donc on essaye, nous, prioritairement, d'être sur cette tranche de 0-21 ans en termes d'âge, d'utiliser les termes enfants et adolescents ou jeunes personnes, à savoir que le terme de mineur, il est plutôt utilisé sur le versant juridique, sur le versant légal dans les textes de loi et dans tout ce qui est de l'écriture juridique. Et il est pas satisfaisant parce qu'on est encore juridiquement, on est obligé, par exemple, quand on cite un texte de loi, ben, on cite la loi donc on est obligé de l'utiliser. Mais ça il y a quand même cette histoire de mineur majeur, hein. On est encore dans quelque chose avec des degrés et des échelles. Heu, voilà. On peut encore vivre de l'enfantisme quand on devient majeur, vraiment même après 21 ans, etc. Peut-être envers nos parents qui nous font vivre de l'enfantisme ou est-ce que c'est pas exactement ça c'est plus dans la définition de l'adultisme, pardon. Ouais. L'adultisme, en fait, on peut le ressentir tout comme on peut parler d'agisme, etc. Je pense que l'adultisme, en tant que jeune personne, on peut continuer à le vivre parce que malgré tout, on reste l'enfant de quelqu'un. Et donc, dans tous ses biais, dans toutes ses postures, etc., de venir renvoyer au fait que, bah, non, en fait, tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas suffisamment capable. Écoute-moi, fais comme je te dis, parce que moi, j'ai telle formation, telle expérience. On va avoir tendance à se mettre en position haute vis-à-vis d'une jeune personne. Donc, je pense que si on parle de la posture, ça peut aller jusqu'à effectivement une tranche d'âge un petit peu plus grande, même si c'est pas celle sur laquelle nous, on se concentre. Et je pense que la différence, c'est que l'enfant, ou l'ado
qui n'est pas majeur, voilà, pour la loi, n'a pas le choix. Enfin, voilà, il est dépendant, tributaire, de ses parents, parentes et alors même si à 21 ans, on n'a pas forcément le choix, mais je pense qu'on peut vivre de l'adultisme, toute sa vie. À un moment donné, quand on a une autonomie financière, une autonomie, de travail et cetera, on le vit, mais on peut éventuellement s'en défaire. Là, c'est compliqué, tant qu'on n'est pas, indépendant et autonome, de faire autrement. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets pour qu'on s'imagine vraiment de biais oppressifs? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser très vite aux violences très violentes, comme des violences sexuelles, des fessées, etc. Mais peut-être il y a des choses un peu plus intégrées et inconscientes qu'on n'a pas en tête. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner? Alors, donc il y a plusieurs exemples au sein de la famille, on va voir en fonction un peu des institutions, mais au sein de la famille, il y a tout ce qui va être de l'ordre de forcer l'enfant, forcer à manger, forcer à faire un bisou, à la mamie, au papy, je ne sais quoi. Voilà, forcer à, je sais pas, à prêter quelque chose, forcer à jouer avec quelqu'un, voilà. Alors on enlève évidemment tout ce qui est violence, telles qu'on les connaît, mais ça, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle, bah, bon, même si le terme est pas idéal, mais les violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire ne pas demander le consentement de l'enfant, ne pas le respecter, ne pas écouter ses besoins, ne pas écouter son non, voilà. Après, au niveau des institutions, l'école alors est un gros sac de biais oppressifs, on va dire. Alors et au niveau du système tel qu'il existe, puisque l'enfant est pensé, comme alors c'est un peu caricatural, hein, mais un contenant qui va devoir, ingérer, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément en plus appropriées et cetera Et je voudrais même et préciser oui? comme un enfant, mais principalement comme un élève. C'est-à-dire que moi, quand j'échange avec les enseignants, on va me parler des acquis dans sa posture d'élève, comme si ça venait pas le déshumaniser, mais finalement, il n'a plus le statut d'être enfant, puisqu'on attend de lui, on vient le conditionner dans un espace qui est celui du collectif, dans sa posture, dans les attendus d'être élève. Voilà, je te laisse poursuivre. Oui, oui, non, mais tu as complètement raison et c'est vrai qu'on est dans une vision du collectif et en fait, l'enfant en tant qu'enfant avec ses propres besoins et on le voit, hein, dans ma classe, voilà, on voit à quel point la personnalité, les besoins, les attentes et cetera de chaque enfant, sont vraiment spécifiques et uniques donc l'école peut pas enfin, en tout cas telle qu'elle est, ne peut pas répondre à ce besoin. On peut parler de la rue, hein, la rue qui n'est pas du tout aménagée pour les enfants. On a des passages piétons avec, comment dire? Des indicateurs de traversée qui sont à 3 mètres de haut, voilà. La rue, c'est quelque chose d'extrêmement agressif et au niveau du bruit, enfin voilà, il y a tout un tas de on pourrait, se mettre à tous les niveaux de la société, et puis, malgré tout, même si, bon, peut-être que là aussi on généralise et que ce n'est pas partout pareil, mais il y a quand même au niveau des institutions policières, des institutions de justice et cetera, il y a quand même cette difficulté à considérer l'enfant, comme étant un enfant qui dit des choses et qui est digne d'être cru, écouté, entendu. C'est compliqué encore. Ça, c'est sur la question de l'enfant et je trouve encore plus sur la question de l'adolescent et de l'adolescente, dès lors que c'est souvent relayé dans les médias comme une jeune personne ou comme, en fait, on va plutôt donner l'âge de manière à extraire le côté de sa minorité, le côté de son enfance et donc il va y avoir cette scission entre l'enfance où presque là, même si l'enfant, commet une infraction, on va devoir le protéger et l'adolescence qui va être associée notamment sur l'aspect politique, journalistique, etc., sur l'adolescence délinquante. Et tout de suite, on va faire ce focus comme si ce passage adolescent permettait de le considérer comme un statut de presque adulte et donc de venir le condamner en tant que presque adulte. Et ça, on le voit vraiment dans les différentes approches, dans les articles, etc.
Et j'ai l'impression que contrairement aux autres oppressions comme pareil, les minorités de genre ou le racisme, la plupart des gens pensent que c'est un peu naturel, c'est logique, c'est comme ça que ça doit fonctionner et que c'est comme ça que c'est chouette que ça fonctionne. Et par exemple, on dit un enfant c'est pas assez mature, il faut le protéger, ils n'ont pas conscience des risques. Et sur quel fait objectif on peut s'appuyer pour mettre en évidence que c'est pas les bons arguments? En fait, ce qui est délicat, c'est que l'enfant, par son statut de mineur, il est vulnérable. C'est la loi qui le prévoit. Jusqu'à 18 ans, il doit être protégé. Il est sous l'autorité parentale de ses parents. Et pour le rappel, l'autorité parentale, c'est bien signifié qu'elle doit s'exercer. C'est un ensemble de droits et de devoirs qui doit s'exercer sans violence à l'égard de l'enfant. Je pense que c'est important de le rappeler en préambule. Euh, donc l'enfant, il va avoir un niveau de maturité qu'on doit corréler à son niveau de développement, à son âge. Et du coup, c'est très très compliqué parce qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à un enfant d'1 an, de 3 ans, de 6 ans, de 12 ans. Et donc, c'est là où tout doit se faire. C'est que de la dentelle dans l'aspect plus éducatif, dans la façon dont on va aller chercher à associer l'enfant aux prises de décision qui le concernent. Donc souvent, on va dire, bah oui, mais il n'est pas assez mature. Mais effectivement, on vient poser une forme d'âge de raison aux alentours de 7 ans. Mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'avant 7 ans, on ne doit pas chercher à expliquer, à accompagner des prises de décision auprès des enfants? Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Donc l'enfant est réellement pas suffisamment mature, même l'aspect neurobiologique, c'est-à-dire que son cerveau continue à se développer finalement jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a tout un tas d'automatismes, de prise de conscience du danger, etc., qui sont pas là parce qu'il n'est pas suffisamment capable de ce discernement. Pour autant, l'enfant doit être considéré comme un sujet à part entière et respecté dans sa singularité. Oui, et puis ce n'est pas parce qu'il n'est pas mature, voilà, au niveau, neurodéveloppemental que, il n'est pas capable d'entendre des choses. Je crois que dès tout petit, par exemple, expliquer, le truc tout bête, hein, je veux dire, changer un enfant, changer la couche de l'enfant et lui expliquer ce qu'on va faire, qu'on n'a pas le choix, voilà, qu'on va avoir son intimité, mais que, on est obligé de lui changer sa couche et cetera et le rassurer par rapport à ça et puis ensuite lui expliquer, si on parle des risques, mais c'est aussi pouvoir expliquer ces risques et expliquer quelle prise il peut avoir sur ces risques, évidemment en fonction de l'âge. Dire un enfant d'1 an et demi, on va lui donner la main dans la rue, évidemment. Mais peut-être qu'un peu plus tard, quand on lui aura vraiment expliqué, quand on l'aura accompagné dans ce cheminement, de lui-même, heu, il saura les risques. Enfin, un enfant va aller tester des limites et cetera. Maintenant, si il est conscient de certains risques qui l'entourent, je ne pense pas qu'il ait un besoin, absolu, d'aller risquer, de voir ce que ça va faire de finir sous un bus, quoi. Voilà. Si les choses sont bien expliquées, accompagnées dès le départ, lentement, tranquillement, on a le temps avec un enfant, en fait. C'est En c'est fait, ça qui est c'est tout l'enjeu de cet accompagnement vers l'autonomie, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu vraiment de l'éducatif. C'est de permettre à l'enfant d'être dans une prise de conscience progressive de son environnement, de la relation aux autres, de ce qui vient faire danger, de manière à le rendre pleinement acteur et capable, lui, de se mettre en sécurité. et puis il y a pas d'âge précis, c'est-à-dire un enfant va être en capacité peut-être à 4 ans et puis peut-être qu'un autre ça va être à 8 ans. Chaque enfant aussi évolue à son rythme. Il y a évidemment en neurosciences, oui, neurosciences, on nous donne un peu des tranches d'âge et cetera, mais en fait c'est particulier à chacun et c'est ça qui est important, c'est d'écouter ce particulier-là. Oui, donc ça va dépendre de l'âge, mais ça va sûrement dépendre enfin surtout dépendre de l'individu. Et ce qui est important, c'est d'écouter la personne concernée et de s'adapter à ses besoins et à ses envies et enfin, ses besoins surtout. Et toujours d'être dans un rapport aller-retour. Voilà, je te parle, tu me renvoies et je réadapte en tant qu'adulte ce que je vais te dire, et cetera, en fonction de ce que tu me renvoies, de ce que tu as compris. Et on est en permanence dans un recadrage. Donc c'est trouver le bon équilibre entre donc protéger les enfants par rapport à leur maturité et ce qu'ils sont capables de faire Mmh. et respecter leur évolution et à partir du moment où ils sont autonomes et capables de prendre des décisions. Donc ça dépend des individus et tout le rôle de l'adulte, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Oui.
Ouais, et de l'accompagner parce qu'il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir des moments de régression sans que ce soit grave dans le développement de l'enfant. Il peut y avoir des moments où l'enfant va se remettre un petit peu en posture de bébé, va demander plus d'attention, peut à nouveau avoir des accidents, etc., alors qu'il avait acquis la propreté. C'est aussi ça l'expérience de grandir pour l'enfant, et donc il faut pouvoir l'accompagner, de venir dire, bah, c'est OK, là. En fait, de pas venir: «Bah, je comprends pas, avant tu étais capable, pourquoi tu fais ça?» Bah, non, en fait, rien n'est linéaire, même nous dans nos apprentissages d'adultes, rien n'est linéaire. Des fois on se trompe, des fois on recommence, des fois et beh, c'est pareil pour l'enfant, quoi. Très bien, bah merci beaucoup du coup sur cette première partie où on a introduit un peu le sujet. Du coup, je vous propose d'écouter une chronique de Sacha, qui est un slammer à Toulouse et qui va intervenir régulièrement dans notre podcast et qui a fait une petite chronique de 3 minutes. Alors, Sacha n'est pas là aujourd'hui parce que les dates de l'enregistrement ont été décalées, mais normalement, il sera là sur tout le long de l'enregistrement. Donc là, on a l'enregistrement de Sacha qui nous a fait une chronique il y a quelques semaines. Quand on m'a donné le sujet du jour, je vais pas vous mentir, j'en menais pas large. J'ai fait quelques recherches, lu quelques articles, écouté 2-3 podcasts sur le sujet, et après un total de 3-4 heures passées dessus, grand spécialiste que je suis, a une définition. L'adultisme, pour moi, c'est empêcher un enfant d'être un enfant en le traitant comme la société pense que l'enfant doit être traité. Je pense que ça mérite une note de bas de page. Note de bas de page numéro 1, seule de la chronique, je vous rassure. À défaut de le traiter comme ce qu'il est, un enfant est donc traité comme ce qu'il devrait être, mais qu'il ne sera donc jamais. Dit comme ça, c'est long, flou, mal dit, et on n'emmène pas beaucoup plus large. C'est ça, d'écrire 4 minutes sur un sujet qu'on ne connaît pas. Enfin, ça, je pense que c'est cassé moyennement vrai. Je crois que l'adultisme, c'est le tonton relou des repas de famille. Parfois, t'es l'enfant qui fait genre de pas entendre. Et puis parfois, tonton relou, c'est toi. Victime et bourreau, un peu tout à la fois. C'est pas facile d'écrire sur une discrimination dans laquelle on est discriminant et discriminé, victime et coupable, problème et solution. L'adultisme, quand on est nous-mêmes devenus adultes, c'est un peu le goût amer que laissent en bouche les rêves des enfants, jamais rêvés, les questions suivies d'un « t'es trop petit, tu comprendras plus tard », laissées sans réponse, ces moments où on a décidé pour nous, sans jamais nous écouter. Maintenant que je suis adulte, je suis sûre que je suis déjà passée de l'autre côté. Celui qui coupe les ailes tout doucement, sans faire exprès. Je suis prof, et dans un système scolaire surpeuplé et sous-financé, écouter l'enfant, ses besoins, ses questions, et suivre du même temps un programme hors sol, ça relève d'une grande hallucination collective. Laisser un enfant rêver, faire de lui-même, aller à son rythme, ça demande du temps, de ralentir, de se décentrer, de s'effacer. Ça demande aussi d'être plus présent, moins fatigué. Et moi, le monde aujourd'hui, il me fatigue. À mes élèves, je dis pardon et merci. Et à mon institution, je vous demande d'aller voir dans un programme si j'y suis. Merci. Bah, merci à Sacha, du coup, d'avoir pour la chronique. On va aller sur la deuxième partie, où on va se demander quel est le problème. Parce que oui, il y a une différence de traitement, etc. Mais on pourrait se dire, bah, c'est naturel. Mais du coup, en quoi c'est un problème? Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi les conséquences qu'il va y avoir sur les personnes qui subissent l'adultisme? Alors, il y a des conséquences immédiates, je dirais, enfin immédiates. En tout cas, on connaît les chiffres, hein, c'est-à-dire, les violences éducatives ordinaires, hein, tout ce qui, est, bah, effectivement violence psychologique, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va être la fessée, ça va être la gifle, la punition qui est une violence éducative ordinaire. Donc il y a une loi qui est passée en juillet 2019 et pourtant, aujourd'hui 80 des parents d'enfants de moins de 11 ans disent qu'ils ont, recours aux violences enfin à des gestes ou à des propos de violences éducatives ordinaires. Donc il y a quand même ça, c'est une violence immédiate que vivent, bah, 80 des enfants. Donc c'est quand même problématique. Ensuite, on le sait, 160 000 enfants victimes d'inceste, en France chaque année, hein, c'est-à-dire 3 enfants par classe. Donc c'est énorme, c'est monstrueux. On a à peu près 70 à 80 enfants, infanticidés. Alors je ne sais pas si le terme existe, mais je me permets de
l'utiliser, victimes d'infanticide chaque année, dont à peu près 60% dans le cadre familial. Donc là aussi des chiffres énormes. Et puis on a des mineurs victimes de prostitution, on a 200 000 enfants victimes de maltraitance, 200 enfants pardon, victimes de maltraitance chaque jour. Je dis les chiffres parce que on les dit beaucoup, mais en fait en les cumulant, c'est monstrueux. Hein, voilà, 400 000 enfants co-victimes chaque année de violences conjugales, 2160 enfants qui dorment dans la rue. Bon, on a une surreprésentation des violences chez les personnes, enfin chez les enfants et ados LGBTQIA+, et chez les personnes les enfants et ados en situation de handicap. Voilà. On Donc sait on a d'ailleurs, cette... Caro, que les Oui, enfants en situation de handicap, on parle de double vulnérabilité, ont entre oui. 3 et 4 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles du fait de leur handicap. C'est-à-dire que même les enfants entre eux ne sont pas égaux et qu'on a ces principes de cumul de discrimination qui vont avoir un impact direct sur les mises en danger, en fait. Voilà, donc et le nombre de par exemple les mineurs non accompagnés, hein, on a énormément de mineurs non accompagnés qui ne sont pas pris en charge. C'est un devoir de les prendre en charge, c'est un devoir, de s'occuper des enfants, de moins de enfin des jeunes en tout cas, de moins de 18, voire dans certains cas de moins de 21 ans. Voilà, donc il y a une société qui fonctionne mal. Le comment dire? La conséquence immédiate, elle est là pour chaque enfant. C'est-à-dire pour tous ces enfants victimes, c'est une conséquence quotidienne de violence, quelle qu'elle soit, hein, au jour le jour. Et ensuite, donc, on va avoir pour ces enfants-là, qui sont souvent silenciés, invisibilisés, et cetera, on va avoir évidemment des conséquences qui vont durer au-delà de la fin de la minorité, hein, puisqu'on a, on le sait, des conséquences, à vie, on va dire, donc des troubles à vie et cetera. Ce qui veut dire qu'il y a, également cette conséquence, d'intériorisation de cette violence qui va faire qu'à l'âge adulte, soit on va avoir des adultes, qui sont, dans des cumuls de pathologies physiques, de troubles psychologiques et cetera, du fait de ce vécu. On va avoir aussi des adultes qui sont dans des difficultés relationnelles, des difficultés à mettre des limites, des difficultés à connaître leurs propres limites, leurs propres besoins parce que tout ça a été, silencié pendant leur enfance. Mais on a aussi des ex-enfants, qui vont être dans une reproduction. Même s'il y a beaucoup de mythes autour de la reproduction, mais on peut avoir ça. C'est-à-dire, j'ai pas appris d'autre manière de faire, j'ai vécu ça enfant. On entend beaucoup de gens dire, bah, j'ai pris des gifles quand j'étais enfant, j'en suis pas morte. Bon, voilà. Et donc on peut être dans une reproduction de schémas, vraiment délétères et voilà. Donc il faut penser sur la durée, des conséquences dévastatrices pour les enfants et des conséquences à long terme sur les adultes qui ont vécu, mais aussi sur les autres. Parce que je suis un adulte qui a vécu des choses et qui reproduit, bah, évidemment je continue à perpétrer un système et voilà, il y a comment dire? C'est un cycle infernal, en fait. Voilà. Et c'est là que la lutte contre l'adultisme est hyper importante parce qu'elle vient permettre une prise de conscience. Et c'est par cette prise de conscience qu'on peut essayer de casser ce cercle à échelle individuelle, mais aussi collective. Ok, donc du coup, merci beaucoup. On a un peu plus compris pourquoi c'était vraiment catastrophique sur les enfants de pouvoir faire ça. J'ai une dernière question. C'est les mineurs, donc les enfants, les jeunes personnes, elles sont vues comme une propriété par leurs parents, un peu, aujourd'hui. Et on a aussi des droits sur nos enfants. C'est quoi exactement les droits qu'on a sur nos enfants actuellement dans la loi qui seraient problématiques? Je disais, les enfants, ils sont perçus comme un prolongement de leurs parents et pas comme un sujet à part entière. Déjà, ça, c'est problématique. Donc, effectivement, il y a cet aspect un petit peu de propriété. Je suis ton parent, je décide pour toi parce que j'ai l'autorité sur toi. Et donc, on parlait de l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs.
en fait, c'est surtout la manière de l'exercer. Les droits des parents sur leurs enfants, c'est surtout, et même leurs contraintes, ce qui est attendu des parents, c'est d'aider les enfants à bien grandir. C'est ça le job, c'est ça le rôle des parents. C'est plutôt dans la façon de faire que ça va être problématique puisque, par exemple, le parent, va pouvoir, inscrire et c'est une obligation que l'enfant, par exemple, soit inscrit à l'école. Mais par exemple, si le parent ne prend pas en considération les particularités de l'enfant, ses souhaits, ses désirs en termes de projet de formation professionnelle et qu'il vient imposer à l'enfant, une formation, par exemple, d'aller en filière générale parce que le parent estime que c'est, la voie royale, là, ça devient problématique et pour autant, le parent, il a pourvu aux besoins, de scolarité, à ce que la loi attend de lui, dans le fait que, l'enfant soit scolarisé et puisse, apprendre un métier. Donc c'est plutôt sur la façon que ça va être problématique. On est sur des évolutions quand même de pensée, de mentalité aujourd'hui qui font que, on prend un peu plus conscience que l'enfant, il a une individualité, qu'il a une personnalité propre et cetera. Mais il y a pas si longtemps, on est sur des héritages, voilà, des cultures, des croyances judéo-chrétiennes où, malgré tout, bah, l'homme est le patriarche, il a le droit sur sa femme et sur ses enfants. Même si on en sort depuis ces dernières dizaines d'années, c'est quelque chose de très récent et il y a quelques, centaines d'années, les parents avaient encore droit de vie Le et de terme mort sur leur d'autorité enfant d'ailleurs parce est, enfin, pour qu'il moi, est était un objet problématique, en tout cas dans d'appartenance. ce qu'il véhicule. Il véhicule un droit de décision, de pouvoir sur l'autre. Moi, j'aimerais mieux le terme de responsabilité, parce que les parents ont une responsabilité envers leur enfant. Et ça vient même se mettre sur des choses très intimes. On le voit par exemple, la loi Blanquer sur, la possibilité, pour l'enfant, trans de pouvoir être appelé, avec le prénom qui elle veut et avoir le pronom qui elle veut, est soumis à l'accord des 2 parents, en tout cas, pour une inscription sur les listes scolaires. Et là aussi, quand par exemple, ça arrive, un professeur sans cette autorisation, enfin, parce que pour pouvoir appeler l'enfant juste par son prénom, choisi, voilà, on n'a pas forcément une autorisation signée et cetera. Mais si les parents viennent se plaindre et dire: «Non, moi mon enfant il s'appelle Luc, il s'appelle pas Eva, c'est un garçon, c'est pas une fille» et cetera, eh bien, c'est le parent qui a le pouvoir sur ça. Et là, on est dans de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire que le parent, on va demander l'accord du parent pour quelque chose de l'ordre de l'intime et de ce que l'enfant est profondément. Ça peut aller jusque-là, c'est quelque chose de très grave quand même. Oui, donc on voit que vraiment il y a un contrôle qu'on a donné même légalement aux parents sur la vie des enfants, quoi. Donc bah merci beaucoup pour cette partie-là, pour essayer de comprendre quel est le problème. Et avant de passer aux solutions ou à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, je vais laisser la parole à Nicolas, qui est un de nos chroniqueurs aussi, qui va nous parler un peu des archives qu'il a pu trouver sur le sujet et qui va parler de ce qui a été dit avant sur l'adultisme. Est-ce que vous savez depuis quand il est officiellement interdit pour des parents de frapper leurs enfants ? 2019. Depuis 2019, il est écrit dans le Code civil « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». J'ai retrouvé un extrait d'une émission de 2011 sur France 5. Ça s'appelle Le Café Picouli et ce jour-là, le thème du débat était « Gifle et fessée, faut-il condamner toute violence éducative ?» Je trouve que les arguments de Natacha Polony ressemblent à ceux qu'on entend pour minimiser d'autres oppressions. Voici un premier extrait. Les coups de ceinture, ça existe encore et c'est cela qu'il faut cibler. En leur disant, quoi que vous fassiez, vous êtes des bourreaux, on déculpabilise ceux qui maltraitent. Alors ça me fait penser à ce qu'on peut entendre sur le viol. Par exemple, considérer un homme qui met une main aux fesses comme un agresseur, ce serait brouiller les pistes par rapport aux vraies agressions. Ce serait décrédibiliser le vécu des vraies victimes de viol. Pourtant, c'est bien en pointant du doigt toutes les formes d'agression qu'on produit des changements culturels en profondeur. On utilise parfois la méthode de l'iceberg ou de l'arbre. La partie profonde représente tous les comportements du quotidien, appelés parfois des micro-agressions. Ils servent de socle pour rendre acceptables les autres formes de violence. D'ailleurs, la loi, elle a un rôle à jouer dans cette transformation culturelle. Dans l'émission, le président du tribunal pour enfants de Bobigny nous le rappelle, la fonction de la loi n'est pas réellement de punir les parents,
mais d'affirmer une valeur et de servir de point de repère. Pour revenir à l'extrait, en gros, les gifles et les fessées, ce serait pas si grave. Et que se passerait-il si on les interdisait? La catastrophe, évidemment. Comme à chaque fois qu'on veut changer quelque chose. Et c'est ce qu'on entend dans le deuxième extrait. Que vous proposez là, la plupart des gens en sont incapables, ils ne sauront pas le gérer, ils ne sauront pas comment faire, ils se retrouveront démunis et donc ils vont faire quoi? Eh bien ils vont céder devant leur enfant et ils vont se sentir impuissants ou alors ils vont frapper mal au mauvais moment. Bon, déjà, ça sous-entend qu'on peut frapper bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette résistance au changement. Même pire, cette résistance à réfléchir à la possibilité même du changement. Cette attitude un peu boudeuse, on la retrouve quand on parle de harcèlement sexiste. Par exemple, la fameuse liberté d'importuner. C'était en 2018, après la vague MeToo, 100 femmes écrivaient dans une tribune « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. En gros, on ne peut pas faire autrement, sinon ça va être une catastrophe. » Avec les enfants, là, c'est pareil. Les partisans des violences éducatives vont dire « Sans fessées ni gifles, les parents ne savent pas éduquer leurs enfants. Que va devenir notre société ?» Alors oui, ça demande souvent plus d'efforts de réfléchir à comment faire mieux que de reproduire ce qu'on a toujours fait, mais c'est plus enthousiasmant, non? Et puis, est-ce que c'est vraiment une bonne raison pour continuer de frapper ou d'harceler, ça? Que ce soit plus difficile de faire autrement? Bref, pour revenir aux violences éducatives, j'aimerais terminer sur une phrase du Conseil de l'Europe dans sa campagne de sensibilisation. Quand on frappe les adultes, c'est une agression. Quand on frappe les animaux, c'est de la cruauté. Quand on frappe les enfants, c'est pour leur bien. Ok, bah merci beaucoup du coup à Nicolas pour la chronique. Et du coup, on peut passer à la partie 3 et on va essayer d'imaginer ce qu'on peut faire mieux et ce qui peut être mieux fait. Et la première chose qu'on peut se demander, c'est la famille et le cercle social. Donc pas forcément les institutions et la société maintenant, mais plus dans la famille. Et ma première question, c'est, on est d'accord qu'à la naissance, les enfants, ils sont dépendants beaucoup plus que quand ils ont 4 ans et encore beaucoup plus que quand ils ont 17 ans. Du coup, où est-ce qu'on met les limites? Et donc, j'imagine qu'on doit s'adapter aux individus. Et comment on évalue en fait quel degré de dépendance ils ont? Donc effectivement, il y a un plus fort degré de dépendance, lorsque l'enfant est tout petit parce que, notamment lorsqu'il est nourrisson puisqu'il n'est pas capable de s'alimenter par lui-même, de pourvoir à ses besoins les plus primaires, les plus sommaires, sur le plan biologique. Là où des enfants, de 17 ans vont être en capacité, de se faire cuire un œuf, de se faire cuire des pâtes, de savoir qu'effectivement, au moment de traverser la rue, il faut regarder à gauche et à droite, et cetera. Donc en fait, on va, on va plutôt, aller évoquer pour aller évaluer ce qui est des besoins des enfants où mettre les limites. Ce qui est intéressant, c'est d'aller poser la question de l'autonomie de l'enfant. C'est l'échange qu'on a eu avec Caro, c'est-à-dire qu'un nourrisson, il n'a pas d'autonomie propre, pour pourvoir à ses propres besoins et pour se mettre en sécurité. Il a profondément besoin de l'adulte, du parent, des figures d'attachement, et cetera, pour prendre soin de lui. Progressivement, l'enfant, il va grandir, il va gagner en autonomie, il va réussir à prendre sa fourchette, à manger un petit peu par lui-même, à mettre ses chaussures par lui-même, à aller à chercher son blouson, etc. Donc en fait, à ce moment-là, il gagne en autonomie, mais il a toujours besoin de ses parents, de ses figures d'attachement, des personnes de confiance qui sont autour de lui, pour l'aider à bien grandir, parce que pour autant, il n'a pas l'ensemble des codes de ce qu'il doit faire et de ce qui est bon pour lui. En tout cas, ce qui vient le mettre en sécurité. À 17 ans, le jeune ou la jeune est en capacité quand même de discernement, c'est reconnu par la loi, etc. Pour autant, il y a toujours ce besoin d'être finalement sous la responsabilité d'un adulte, sous la responsabilité de quelqu'un sur certains actes, de manière à le guider, notamment dans tout ce qui va être de ses projets, en fait, de la construction de ses projets, notamment autour de la scolarité, de la formation, etc. Il faut prendre en considération aussi qu'indépendamment de la question de l'âge, l'autonomie, elle va varier selon si l'enfant est en situation de handicap ou pas. Donc, nous, ce qu'on a conclu sur cette question-là, c'est que pour aller voir ce dont l'enfant a besoin, il faut aller être capable d'évaluer ce qui est de son autonomie, donc de sa capacité à faire par lui-même, mais aussi de son indépendance, ce qui est sa capacité à pourvoir à ses propres besoins, notamment sur le plan matériel, financier, etc. Et que c'est lorsque l'enfant sera autonome
et indépendant qu'on pourra considérer qu'effectivement, il n'a plus besoin de l'adulte pour subvenir à ses besoins. Et j'ai l'impression que ce qui est un petit peu dur à différencier pour les personnes à qui j'ai en parlé, c'est la différence entre envie et besoin. Parce que des fois, il y a des enfants qui vont avoir des envies et qui vont pas être forcément autonomes et indépendants. Du coup, comment on peut gérer ça sans être, le faire violemment, quoi. Bah, en fait, ça s'accompagne dans la posture. Il y a ce qui est de l'envie, j'ai envie d'un bonbon, et il y a ce qui est de l'envie, j'ai envie de faire telle formation ou telle option en cours. On n'est pas déjà sur les mêmes degrés d'envie. J'ai envie d'un bonbon. Est-ce que tu as déjà mangé des bonbons dans la journée? Est-ce que c'est une heure dite décente pour manger un bonbon? Est-ce que... Enfin, ça, c'est des choses si l'enfant il en a envie, mais que c'est le moment du coucher et qu'il est 21 h et qu'il s'est déjà brossé les dents, il y a un principe de réalité qui va s'imposer sur le fait que là, le bonbon, c'est pas possible, mais que peut-être demain, au moment du goûter, il aura la possibilité d'aller en choisir un. Et donc là, on peut différer ce qui est de son désir, de son envie, sans que ça fasse problème, sans que ça fasse violence, parce que d'abord, on prend en considération, ok, bah ouais, t'es peiné parce que t'avais hyper envie de ce bonbon, mais là, tu vois, moi, je suis hyper ennuyée aussi. Parce qu'en fait, c'est pas le moment, parce que tu t'es déjà brossé les dents, c'est pas bon pour ta santé. Mais par contre, on va trouver ensemble une solution qu'on va construire. Et demain, au moment du goûter, dans la boîte, il y aura les 2 bonbons que tu auras sélectionnés. Donc là, auquel cas, on accompagne à décaler, à reporter un petit peu l'objet de la frustration. Si on est sur un enfant, un adolescent qui est un petit peu plus grand, qui a envie de sortir avec ses potes, mais en fait, il est minuit et le lendemain, il y a cours, on est aussi sur un principe de sécurité, de respect du rythme de l'enfant. Mais en fait, non, c'est pas adapté que tu sortes à minuit dans la rue avec tes potes alors que demain, tu as cours et que tu dois être suffisamment reposé pour tes apprentissages. Et là encore, il y a un principe de mise en sécurité par l'adulte qui doit s'opérer, même si l'adolescent est globalement autonome. Et en fait, on voit la réaction à comment dire? On peut avoir une réaction à ce principe de réalité. C'est-à-dire que l'enfant peut exprimer, une colère, une révolte, quelque chose parce qu'il estime à ce moment-là que c'est pas juste, même si on peut le lendemain en rediscuter et puis reposer les choses et cetera. Bah, ça aussi, il faut l'accueillir. Le problème, c'est que, quand on met une limite en tant qu'adulte, on ne prend pas cette responsabilité d'accueillir ce que cette posture, limitante, va générer chez l'enfant ou l'adolescent. Et on le laisse souvent avec cette, frustration, cette colère, cette incompréhension parce que le comment dire? La réaction première, mais même chez nous adultes, on va face à un non qui ne nous convient pas ou je ne sais quoi, va être une colère, une frustration, quelque chose. Alors on a appris à gérer, à l'exprimer autrement, même si tout le monde, n'en est pas capable, mais et c'est en fait, c'est ça, c'est comme disait Heather, c'est cette explication, c'est-à-dire on c'est pas quelque chose d'arbitraire. En fait, l'enfant, comme nous d'ailleurs, on ne supporte pas l'arbitraire. L'arbitraire, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. C'est-à-dire on peut mettre une limite, mais il faut que cette limite, elle soit expliquée, qu'elle soit accompagnée et qu'on accompagne aussi l'émotion que ça va générer. Parce que oui, une limite, c'est jamais agréable et c'est pas sympa. Est-ce que du coup, ça passe par apprendre aux mineurs à évaluer leurs besoins et à les exprimer parce que, comme tu dis, même maintenant, il y a des gens qui savent pas le faire, les adultes, il y en a qui savent pas le faire. Et du coup, est-ce que c'est important de commencer par apprendre à évaluer les besoins et à exprimer les besoins? Déjà, il va falloir apprendre à évaluer et comprendre nos besoins à nous, hein. Mais oui, et puis en fait, ça commence tout petit. Quand on met des mots sur quelque chose, quand un bébé pleure, ben écoute, je comprends, tu pleures, t'as pas l'air confortable, je t'ai donné à manger, je t'ai changé, je te fais un câlin, peut-être que tu as sommeil, j'arrive pas, même dire, je n'arrive pas trop bien à comprendre ce que tu veux me dire là, mais je suis avec toi. Enfin, on a tous, enfin, beaucoup on a été confrontés à ce bébé qui pleure et on a l'impression qu'on a comblé un peu tous les besoins, qu'on connaît et puis ça marche pas. Donc voilà, c'est aussi accompagner dans cette posture de parents qui n'arrivent pas bien à comprendre le message et puis petit à petit, c'est dire voilà, quand l'enfant est petit et en capacité de commencer à parler, c'est aussi dire: «Bah, voilà, là je sens», alors ça peut être tout bêtement, tu vois? Il y a des signes quand même dans ton corps qui me montrent que j'ai l'impression que tu as besoin de dormir, tu vois? Tu bâilles, tu as les petits yeux qui se ferment et on va aller ensemble, voilà.
mais ça peut être aussi face à une colère, une expression d'une émotion assez forte, pouvoir dire: «Écoute, je comprends, la situation, elle est bah, c'est voilà, elle te semble injuste, là, tu es débordé par cette émotion. Moi, j'ai l'impression que c'est une colère ou alors peut-être une tristesse». On met des hypothèses et puis petit à petit, l'enfant lui-même va pouvoir poser des mots sur cette colère, ou cette tristesse et va pouvoir dire, «Beh, je suis pas content parce que je peux pas faire ça» ou «Je suis en colère contre toi parce que tu m'empêches de faire ça» ou «Bah, en fait, bah, là, je t'ai pas dit mais à l'école, il y a ça qui s'est passé et du coup, je suis pas bien ce soir». Bon voilà et petit à petit dans ce dialogue, mais ça veut aussi dire que nous, on doit même si on est des piliers, des socles bien solides, il faut aussi pouvoir dire à son enfant: «Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu une journée difficile au travail, là, ce soir, je suis fatiguée, donc je suis disponible pour toi, il y a pas de souci, parce que ma priorité, c'est toi. Mais peut-être que je vais être un peu moins, joyeuse ou un peu moins réceptive que d'habitude, parce que je suis très fatiguée par mon travail. Ou alors mon patron, il a pas été cool du tout. Il m'a beaucoup énervée pendant la réunion, donc tu vois, j'ai eu de la grosse colère et là, la grosse colère, c'est pas contre toi du tout, mais je tiens à te dire que j'ai ressenti cette colère-là et ça légitime le ressenti de l'enfant parce que voilà, il faut aussi comprendre à qui s'adresse le sentiment. Et souvent, l'adulte fait passer cette colère qu'on a vécue dans la journée contre le patron, contre, quelqu'un qui nous a mal parlé, qui nous a pas respecté et cetera et puis on ramène cette colère et puis pouf, on la déverse, bah, sur la personne qui va, être là et qui va, pas trop râler face à notre colère et je crois que c'est important de pouvoir dire en rentrant, moi quand mes enfants étaient petites, quand je rentrais, je disais: «Voilà, heu, moi je me sens aujourd'hui ça va, je passais une super journée donc tu vois, je suis assez joyeuse et toi? Comment tu te sens là maintenant?» et on faisait un petit peu ce petit bilan tous les jours et je crois que ça, de manière ritualisée, va amener l'enfant à mieux identifier tout ça. C'est génial, c'est super intéressant, enfin, du coup, déjà d'apprendre aux enfants à exprimer leurs besoins, mais que tu mettes l'accent sur le fait que, en fait, nous aussi, il faut vraiment qu'on fasse ça et que on est un peu l'exemple qu'on va donner. Et j'ai l'impression que la majorité des adultes ne savent pas du tout le faire, mais même évaluer leurs propres besoins, on n'a pas appris à le faire, quoi. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et puis revenir parce que ça bien sûr que ça m'est arrivé de peut-être de parler un peu en 28 ans en étant maîtresse, en 28 ans, j'ai sûrement, il y a eu des moments où j'ai élevé la voix, avec mes filles aussi, mais c'est aussi pouvoir revenir derrière en disant: «Bah, tu vois, là, j'aurais pas dû élever la voix, j'aurais pas dû dire ça. J'ai été dépassée par la situation et en fait, j'ai pas su du tout gérer, ma colère et cetera et c'est pas à toi c'est contre toi que j'étais en colère. C'était contre moi que j'étais en colère parce que j'étais complètement démunie et que j'aime pas être démunie et dépassée. Et en fait, c'est aussi inverser ce rapport. L'enfant se rend, heu, de lui-même, un enfant, il se rend responsable et coupable de tout. Quand son parent va mal, il a l'impression qu'il a fait quelque chose de mal ou qu'il correspond pas à quelque chose. Ça, c'est quelque chose, de terrible, mais d'assez naturel. Donc, c'est important aussi de revenir. On n'est pas infaillible, hein, il y a pas de parents qui, n'élèvent jamais la voix, qui est super parent et tout ça, ça n'existe pas. Mais c'est pouvoir revenir et mettre des mots sur ce qui s'est passé pour, déculpabiliser et déresponsabiliser l'enfant. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on a des petites questions parce qu'on a des choses qu'on a en tête. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais il y a des gens qui nous ont dit qu'on les avait obligés quand ils étaient enfants à faire un instrument de musique, qu'ils n'avaient pas envie de le faire, qu'on les a forcés, mais que finalement, s'ils avaient dû apprendre plus tard, ça aurait été plus compliqué. Et du coup, c'est une grosse question qu'on se pose. C'est, on a en tête que le cerveau des jeunes et des enfants, ils ont une facilité d'apprentissage. Du coup, est-ce que c'est notre responsabilité en tant qu'adulte de leur montrer que ça peut être chouette d'apprendre, surtout maintenant, ou est-ce que c'est tout aussi violent? Et comment on gère ça dans l'éducation, même c'est pas le bon mot, mais l'accompagnement de l'enfant tout au long de sa vie, quoi. Bah, moi, je pars du principe que comme pour tout, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est respectueux de l'enfant? C'est-à-dire que oui, à cet âge-là, l'enfant, il a des capacités cognitives qui lui permettent d'être extrêmement curieux et extrêmement mobilisable sur le plan psychique, cognitif, etc. Mais
si l'enfant il veut pas, est-ce qu'on va aller jusqu'à lui imposer pendant des heures à aller soumettre finalement la pratique de cet instrument? Si tu le fais pas, tu vas avoir telle conséquence, telle sanction. Donc oui, il y a une vraie plasticité cérébrale à cet âge-là. Oui, c'est un moment d'opportunité pour que l'enfant apprenne, mais pour qu'il apprenne aussi des choses qui soient de l'ordre de l'ouverture au monde, de l'ouverture aussi dans sa relation aux autres. Il n'y a pas que les apprentissages scolaires ou la pratique des instruments de musique. Il peut y avoir la découverte d'un sport, comment se comporter dans ses relations avec ses pairs, avec ses copains, etc. Donc, il y a une responsabilité d'accompagner à l'apprentissage, mais pas si c'est à l'encontre de l'enfant et si ça ne vient pas le respecter. Donc du coup, pareil, il faut prendre en compte les envies de l'enfant et enfin, les attraits qu'ils ont. Donc, peut-être qu'on ne développera pas son esprit musical à ce moment-là, mais peut-être qu'on développera plein d'autres choses. Et du coup, c'est en respectant ses envies et ses besoins. Et puis, qui décide que pour être épanoui, il faut pratiquer un instrument de musique, un sport et être brillant à l'école et voir les copains une fois par mois pour les anniversaires. En fait, on est aussi dans une société où on part du principe que pour la réalisation de soi, pour l'épanouissement de soi, il faut être extrêmement compétent, performant dans tout un tas de domaines. Et du coup, on vient imposer ce modèle-là aux enfants en venant dire, mais tu verras, aujourd'hui tu mets pas le sens, mais fais-moi confiance. Plus tard, quand tu diras que tu joues de tel instrument, que tu fais tel sport, c'est bon pour toi. Mais si l'enfant vous lui imposez la pratique du judo parce que vous estimez pour lui que ça va lui imposer un cadre, mais que cet enfant il rêve seulement d'aller jouer au foot ou d'aller faire de la danse, est-ce qu'il va pleinement investir l'espace du judo? Ben, la question c'est non, parce que ça aura été contraint, imposé avec un objectif qui est fixé par l'adulte. Et à ce moment-là, si l'enfant il se sent pas respecté dans l'expression de ses désirs, de ses besoins, il va pas investir autant que ce que va espérer l'adulte. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le parent va dire: mais regarde, moi je me suis saignée, j'ai fait tout ça pour toi, pour que tu puisses avoir des cours supplémentaires, que tu puisses aller dans telle école, que tu puisses pratiquer tel sport. Et aujourd'hui, finalement, tu ne viens pas me valoriser là-dedans, tu ne viens pas me remercier, ou finalement tu me dis que tu veux arrêter alors que moi, je me suis saignée pour ça. Mais en fait, ça vient parler de l'adulte, des projections et des ambitions de l'adulte pour son enfant. Ça vient à aucun moment parler des désirs et des besoins de l'enfant. C'est hyper intéressant, merci beaucoup. Ça remet vraiment en place les façons qu'on a de penser des fois. Et il y a aussi un autre truc qu'on a en tête, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais donc, on nous dit que le cerveau d'une mineure, c'est pas complètement développé. Alors j'imagine que petit, c'est vrai, mais après, où est-ce qu'on met la limite? Et puis ça dépend des gens. Et on dit, avant ces 21 ans, ils n'ont pas complètement la perception du risque, etc. Donc là, c'est plus les questions des adolescents, plus parce que les enfants, on est tous d'accord, j'imagine. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, est-ce qu'on a une responsabilité morale de les empêcher de faire des choses parce qu'ils ne sont pas censés avoir la perception du risque complètement développée? Bah, déjà, il y a une responsabilité de l'adulte sur le plan légal et juridique jusqu'à 18 ans. Et après, moi, je pars du principe que c'est une responsabilité individuelle et collective de prendre soin des autres, et notamment des enfants, des adolescents jusqu'à la majorité. Au niveau de la plasticité cérébrale, les chiffres ils varient en fonction des études, mais effectivement, on se rend compte que le cerveau, il est extrêmement capable de continuer à se renouveler et tout ça avec un pic quasiment jusqu'à 21 ans. Donc, pour autant, c'est par le biais de l'expérience qu'on va se confronter à la notion de risque de danger. Donc, même un adolescent de 17 ans, il peut avoir certaines appréhensions du risque. Je ne sais pas, encore une fois, celui de traverser la route, parce que c'est une expérience qui a déjà été vécue et de manière régulière, donc il va être dans cette appréhension de ne pas se faire percuter par un véhicule. Mais est-ce que cet enfant va être dans la perception d'un risque de danger qu'il n'a pas encore vécu? Bah non, mais comme nous les adultes, il peut pas aller anticiper s'il y a un incendie, de comment il va réagir à cet événement s'il ne l'a pas vécu. Donc c'est plutôt vrai en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de l'expérience de l'enfant, de l'adolescent. Et il y a une responsabilité
de l'adulte, mais de tous les adultes. Moi, je pars du principe de la communauté enseignante, des profs de sport ou de musique, en fait, de tous les adultes qui sont dans la vie de cet enfant, de cet adolescent, d'être dans du prendre soin et de venir lui signifier les limites dans le cadre en fait de sa sécurité. Donc ça va être encore une fois, bah non, tu sors pas à minuit dans la rue alors que demain tu as cours, mais parce que si tu risques pour ta danger et que c'est pas forcément safe de sortir en pleine nuit, etc. Euh, donc toujours la limite, ce sera dans la posture d'aller signifier à l'enfant, l'adolescent, dans de l'écoute, dans du respect, du non-jugement, et de lui signifier ce pourquoi on vient poser cette limite Et pour le qu'il est protéger. qu'il soit dans un lien suffisamment sécure pour savoir que s'il dépasse cette limite, il se met en danger, on sera là pour l'accompagner, pour le protéger, qu'on n'aura pas de jugement, qu'on en discutera, qu'on en parlera, qu'on essaiera de comprendre, et cetera. Parce que c'est très important, parce que quand l'enfant, et même après, hein, au début de l'âge adulte, n'est pas sécurisé dans ce rapport à l'adulte et ne pense que voilà, ça va, je sais pas, il va être privé de sortie pendant 3 mois ou je ne sais pas, ou en tout cas que la réponse ne va pas être adaptée. Bah, je pense que qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant ne va pas en parler et va récidiver, va recommencer, et cetera. Je pense qu'il y a aussi vraiment cette responsabilité d'assurer, l'adolescent ou l'enfant, mais surtout l'adolescent parce que c'est là que ça se pose, qu'on sera là pour recevoir même s'il a dépassé les limites ou le cadre qu'on avait posé. Du coup, j'ai l'impression que dans la majorité des cas, la réponse qu'on apporte, c'est de communiquer avec la personne, d'essayer de comprendre ses envies et ses besoins. Et j'ai l'impression du coup que c'est un peu la notion de consentement qui est au cœur du problème. Est-ce que c'est un peu la solution qu'il faut mettre en place? J'imagine que c'est une des solutions. Parler du consentement dès le début. Bah, parler du consentement, mais surtout le le respecter, hein, Heather parlait tout à l'heure d'obliger à prendre la main dans le rang, bon, on parlait d'obliger à faire un bisou, à papy, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose q là aussi qui s'incarne, qui se vit comme tu disais Heather, c'est-à-dire que, c'est à nous dès le départ de poser ce consentement. De toute manière, le consentement, à partir du moment où on considère l'autre comme différent de soi, l'autre comme, comment dire? Devant, enfin poser un accord, et cetera, le consentement il est obligatoire à ce moment-là. Parce que le consentement, on ne le respecte pas, quand il y a, même à l'âge adulte, quand il y a agression sexuelle, quand il y a insulte, quand il y a, enfin je sais pas, enfin il y a tout un tas d'exemples, et cetera. Mais je pense que ça se travaille évidemment, dès tout petit, parce que je te respecte et je te demande si je peux te faire un bisou, si je peux te prendre la main, si tu me prêtes ton livre, et cetera. L'enfant automatiquement va incarner ça et va le faire en retour. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est un enfant, si voilà, les choses ont été bien préparées, et cetera, qui ne va pas prendre un feutre des mains de son copain ou de sa copine, qui va dire: «Est-ce que tu peux me prêter ton feutre?» C'est un enfant qui plus tard, va aller, demander: «Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je peux, jouer avec toi?» Enfin voilà, et je crois que ça s'accompagne, mais dans quelque chose de quotidien incarné. Voilà, c'est pas tout d'un coup, on découvre le consentement parce qu'on se trouve heurté à un non-respect du consentement. En fait, c'est ça la problématique. La limite, elle est déjà dépassée en fait. Et en fait, dans ces moments-là, quand on cherchait un petit peu des exemples avec Caro pour illustrer nos propos, on s'est rendu compte que la question du consentement, elle est presque un tout petit peu secondaire, que ce que nous, on observait en premier lieu, c'était de venir reconnaître l'autre dans son altérité. Dès lors qu'on vient le reconnaître dans son altérité, qu'on le reconnaît et qu'on le respecte en tant que sujet, forcément, on va être dans une posture où on va aller rechercher son consentement. Mais en fait, si on respecte pas l'autre, si on respecte pas ce préalable, en fait, on va s'en moquer d'aller chercher son consentement puisque ça n'aura aucune valeur. Et donc, le premier pilier, selon nous, c'est de reconnaître l'autre, de le reconnaître dans son altérité, dans sa singularité. Et du coup, ça va nous permettre d'aller rechercher le consentement auprès de cette personne tout au long de la vie dans les différents actes, en fait. Trop bien, trop intéressant. Donc du coup,
Dans la famille et le cercle social, c'est vraiment prendre en compte le consentement, respecter le consentement de l'enfant, prendre en compte ses envies et ses besoins, et surtout lui apprendre et apprendre en même temps à exprimer et à respecter et à évaluer nos besoins De toute et les manière, besoins de l'enfant. il y a quelque chose qui peut, en toute situation, alors pour, évidemment des gens qui se posent ces questions-là, parce qu'il y a des gens qui sont très sûrs de leur fait qui sont très adultistes, mais c'est toujours se dire: «Est-ce que ce que je dis à cet enfant ou ce que je fais à cet enfant, je le dirai ou je le ferai à mon mari, ma femme, mon patron, ma voisine, quelqu'un dans la rue, la boulangère, ma meilleure amie?» voilà. Et à partir du moment où on se dit: «Bah non, non, ça c'est jamais je le ferai à cette personne-là», bah on le fait pas à l'enfant. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, juste avant qu'on passe à la dernière partie, du coup, on va faire une petite chronique. Du coup, c'est moi qui vais chroniquer sur celle-là. C'est une chronique humour de quelques minutes. Du coup, j'ai parlé du sujet du podcast avec mes proches, l'enfantisme. Donc, c'est arrêter la discrimination envers les enfants, leur donner plus de droits, les considérer comme de vraies personnes. Et il y a eu beaucoup de réactions. Il y aurait des réactions intéressantes, il y a eu des réactions moins intéressantes, et il y a même eu des réactions de gens de droite. Mais il y a une phrase un peu nulle que tout le monde a dit, c'est mais si un enfant veut traverser la route, vous allez le laisser faire ?» Toujours la route. La grosse peur des adultes. La route, mon Dieu, c'est terrible. Quand on arrêtera de frapper, humilier et rabaisser les enfants, ils se mettront à traverser des routes sans regarder. Et alors ce sera l'anarchie. Un groupuscule de jeunes voulant traverser sur les passages piétons mais sans regarder à droite et à gauche. Une révolution bitumienne menée par la tête pensante Vinci Autoroute. Alors non, rassurez-vous. L'enfantisme, ce n'est pas laisser les enfants se mordre les uns les autres, se jeter du haut d'une falaise ou aller tuer Donald Trump sur un coup de colère, même si ça, on y pense. Non, l'enfantisme, c'est accompagner les enfants à comprendre, exprimer leurs besoins, leurs émotions, leur permettre de devenir des adultes qui se sentent bien et qui ne sont pas manipulables, sans bien sûr marcher sur les autoroutes les yeux bandés. C'est un programme qui paraît chouette. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui amène le débat. Autant le féminisme et l'écologie, on en a entendu parler, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Enfin, ils sont contre, mais je veux dire, ils ont compris. Qu'ils n'avaient plus trop le droit d'en parler et de le dire. Mais l'enfantisme, les gens sont contre et le revendiquent avec fierté. Pourtant, on a tous été des enfants. Ça pourrait être plus facile à comprendre. C'est plus facile de se mettre à la place des opprimés, on l'a été. C'est la seule discrimination où on passe de oppresseur à opprimé et on ne voit pas le problème. C'est comme si à 18 ans, tout le monde devenait des hommes cis blancs et que le lendemain, on était déjà tous en train de faire de la discrimination à l'embauche pour le fun. Après, je me suis renseignée. Les arguments, les plus pertinents et les moins cons, c'est on dit que les enfants doivent nous écouter parce qu'ils n'ont pas une perception du risque assez développée, qu'ils ne comprennent pas complètement les conséquences de leurs décisions et qu'ils n'ont pas une vision très long terme. Comme Emmanuel Macron finalement. Du coup, si c'est comme ça qu'on évalue, il doit être dans la catégorie enfant normalement. Il faudrait qu'on trouve des parents à Emmanuel Macron. Et imaginez juste 2 minutes s'il le traitait comme on traite les enfants actuellement. Emmanuel, viens ici. Qu'est-ce que je vois dans ton carnet ? C'est la 3e fois ce mois-ci ? T'as encore dissous l'Assemblée ? File dans ta chambre, je veux plus te voir. Bon, Emmanuel, c'est bon là, t'as plus le choix, tu vas appliquer à la lettre tes propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Non, c'est moi qui décide. Non, c'est ce qu'on avait dit avant, c'est comme ça. Non, je sais mieux que toi, c'est pour ton bien que je dis ça, et pour le bien de la planète. Et va ranger ton gouvernement, tout de suite. J'aimerais finir par parler des militants, militantes qui luttent aujourd'hui, des personnes qu'on ne prend certainement pas assez au sérieux, qui n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer. J'aimerais juste dire que je crois qu'elles sont sur la bonne voie. MeToo a énervé les hommes, Black Lives Matter a énervé les blancs. Donc si les adultes s'énervent à ce point, c'est qu'elles sont en train de bousculer nos certitudes et d'avancer sur un endroit où on avait drôlement besoin d'avancer. Merci à elles. Génial. Est-ce que je peux rebondir, justement? Oui, bien sûr. Ça m'a fait penser en écoutant là ce que tu disais, à la posture, des adultes vis-à-vis de l'enfant, mais aussi des institutions. C'est-à-dire qu'on est dans une posture de méfiance vis-à-vis de l'enfant. L'enfant, c'est comme si il naissait un être sauvage, dangereux, voilà, et qu'il faut polisser, éduquer, mettre dans un moule, et cetera, pour qu'il devienne, dressé. Voilà. Et je crois que cette posture de base et de principe que la plupart des adultes ont
Et on le voit. Mais si on laisse tout faire, ils vont faire n'importe quoi, ils vont, voilà, si on met pas le cadre c'est important, mais si on ne met pas, des limites, restreintes, ils vont faire n'importe quoi. Par exemple, dans l'enseignement, il y a un dicton qui est assez, répandu et véhiculé, c'est: «Jusqu'aux vacances, d'octobre, on fait le dragon et après on peut s'assoupir». Voilà. Moi, j'ai pas envie que le premier mois et demi, que je vais vivre avec mes élèves, je passe pour un dragon du coup et on pense que c'est ça, en fait. Il faut poser, ce cadre-là parce que l'enfant, voilà, il faut être en termes de méfiance. Je pense que cette méfiance vis-à-vis de l'enfant, si on réussissait à la déconstruire et si on était plutôt dans une relation de confiance et qu'on partait du principe que, voilà, l'enfant nous fait confiance toujours et c'est souvent, hein, confiance à l'adulte, au départ, et bien à nous de lui faire confiance aussi et c'est pas un être dangereux, c'est un être qui a beaucoup à nous apporter, beaucoup à nous apprendre, qui a plein de ressources et faut rester humble, quoi. Voilà et parfois dire à l'enfant: «Tu m'apprends des choses, bah, super, tu vois? Je le savais pas, moi je savais pas faire» ou moi j'ai jamais appris ça, mais merci quoi. C'est moi, grâce à toi, j'apprends des choses, j'apprends à être, mais j'apprends à faire aussi. C'est hyper important. Et moi, j'ai trouvé que dans le lien fait avec le féminisme, en fait, souvent, les hommes pensent que les féministes veulent plus de droits et les hommes comprennent pas que les femmes veulent autant de droits et que ce sont les hommes qui sont privilégiés et qui jouissent de ces privilèges, mais que eux n'en ont pas conscience. Et en fait, j'ai la sensation que dans l'adultisme, c'est comme si nous, on était un peu des ovnis en tant que militantes et militants, de venir dire, mais les enfants, ils ont des droits, ils ont des désirs, ils ont des besoins. Et en fait, nous, ce qu'on prône, c'est pas tant de les laisser faire tout ce qu'ils veulent, parce que les enfants, dans leur développement, ils ont besoin d'un cadre sécure, ils ont besoin d'être protégés, etc. Et ça, on en a parfaitement conscience. Mais c'est de se dire, si on vient les reconnaître et qu'on leur déjà pourvoit à leurs besoins et à leurs droits fondamentaux qui sont en plus inscrits dans la loi, hein, en fait, c'est pas pour diminuer les droits des parents. Par exemple, la loi de 2019 contre les violences éducatives ordinaires, elle a été vécue comme une restriction des droits, comme une atteinte aux parents, la loi anti-fessée, comme si les parents n'étaient plus libres d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitaient, et comme si ça venait réduire leur légitimité à être parents. Ben non, c'est une avancée majeure dans les droits des enfants. Et l'un peut aller avec l'autre sans que ça vienne empiéter sur les plates-bandes. Voilà. Ça, je suis bien d'accord. Comme tu disais, c'est un très bon parallèle avec le féminisme. C'est vraiment. En fait, oui, on peut tous avoir des droits et ça serait même chouette que ça soit le cas, quoi. On peut passer à la dernière partie où, du coup, on va plus se questionner sur ce qu'on aimerait pour les institutions et la société. On s'était posé la question de la famille et maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place dans la société en entier. Du coup, on voit que les mineurs, ils sont pas du tout pris en compte dans la vie politique. Quelle place on peut leur donner, on doit leur donner et comment le faire. Alors je suis pas spécialiste et il y a des gens qui se penchent de manière très pointue sur le sujet. On n'imagine pas évidemment un enfant de 4 ans pouvoir, statuer sur, l'énergie verte ou je ne sais pas. Bon voilà, mais, dans ce respect, par exemple, d'un des droits, de l'enfant et donc des devoirs de l'adulte, de faire en sorte que l'enfant puisse participer, s'exprimer et être mis au courant de ce qui le concerne, qui est un droit, enfin un devoir, de la CIDE et moi je pense que l'enfant a une place dans un certain lieu politique. Je pense que l'enfant a une place dans tout ce qui est, en tout cas réflexion sur l'aménagement urbain, dans tout ce qui est réflexion autour de l'école, dans tout ce qui est, autour bah, de ses droits, pouvoir, éventuellement proposer d'autres choses et cetera. L'enfant, quand on le laisse s'exprimer, les enfants sont force de librement, les enfants sont force de proposition. Alors évidemment, il y a des réalités financières dont ils ont en fonction de l'âge, ils n'ont pas forcément conscience et tout ça. Mais je dois dire que moi-même, je n'ai pas forcément conscience des réalités entre ce que je voudrais de la société et ce qu'elle est, j'ai pas forcément conscience, heu, plus conscience qu'eux. Mais je pense que il y a des endroits, nécessaires pour que l'enfant puisse s'exprimer sur tous ces sujets-là de son quotidien. Et puis le but, c'est aussi de permettre à l'enfant, en fait, de
prendre la mesure de progresser dans sa citoyenneté. C'est pas les quelques cours, je sais plus comment ça s'appelle, d'enseignement à la vie morale et EMC. civique, un truc dans le genre, puisque ça change de toute façon tous les 2 ans. Mais c'est pas ces cours-là qui vont permettre à l'enfant de se construire dans sa citoyenneté. Donc, lui permettre déjà d'être associé, alors par le biais des délégués de classe, ça c'est quelque chose de très commun, mais réfléchir au menu de la cantine, réfléchir à l'aménagement de la cour, réfléchir aux activités qui sont proposées dans la limite du raisonnable. Pourquoi les séjours, les classes vertes ou les séjours à la montagne sont décidés par les équipes pédagogiques et pas sur un système de vote auprès des enfants? En fait, sans être sur un pouvoir décisionnaire, le but, ce serait déjà qu'il puisse y avoir un premier niveau d'information et de recherche de concertation. Et moi, j'avais quand même pensé à 2 initiatives qui sont ce qu'elles sont et qui sont dans des écueils, dans des lacunes, etc., mais qui font qu'il y a quand même une volonté dans des espaces d'aller donner de la place aux enfants. Je pensais au conseil, je sais plus jamais, conseil de vie, Conseil municipal des conseil enfants. municipal des jeunes, oui c'est ça, des enfants ou des jeunes, avec du coup je crois que ça concerne les enfants de classe de CM2 qui dans une commune peuvent être élus, et donc il y a un conseil des jeunes et les enfants sont reçus en grande pompe à la mairie sur des temps de réflexion, sur des temps de décision en assemblée plénière, etc., de manière à ce qu'il puisse y avoir des votes en fonction de leurs demandes ou à minima que leur avis soit recherché sur notamment l'aménagement urbain, sur la question de leur scolarité, des activités proposées, etc. Et moi, j'ai le retour d'une enfant avec une expérience positive qui disait, nous, on a demandé à aller plus à la piscine avec l'école et c'est quelque chose qui a été possible. Alors effectivement, la grande tyrolienne de 5 ou 6 mètres dans la cour de récré, c'est pas possible, il y a un principe de réalité. Par contre, le fait de faire plus d'activités piscine et que les enfants de l'âge de CM2 soient tous en capacité de savoir nager, c'est plutôt pertinent, quoi. Et je pensais aussi aux conseils, hein, des jeunes, des conseils départementaux des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Dans certains départements, je ne sais plus si c'est une obligation légale, mais en tout cas dans le département dans lequel on est, il y a un conseil des jeunes de la protection de l'enfance. C'est des espaces où les enfants sont accueillis sur des demi-journées, accueillis par des adultes voilà, professionnels du département, où les enfants et les jeunes peuvent faire remonter ce qui est de leur quotidien sur leur lieu de placement, faire remonter leurs besoins, et où il peut y avoir des propositions concrètes de portée par les enfants et les adolescents devant les élus du conseil départemental. Oui, donc il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place. Il y a des choses qui existent déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres périodes ou d'autres sociétés où il y avait vraiment la situation des mineurs était meilleure et on pourrait s'inspirer de certaines choses qui ont été faites? Alors, je pense qu'il n'y a pas de pays idéal malgré tout quand on regarde les chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que certains modèles sont dans une réflexion enfantiste très globale et qui va de pratiquement de la naissance jusqu'à la majorité des enfants. Alors nous, on est plutôt mal placés. Il y a un rapport Innocenti qui paraît chaque année et à chaque fois il y a un thème dédié, etc. Et qui regarde un petit peu sur les pays. Alors là, on va parler des pays riches. Voilà, parce que ce rapport-là ne concerne que ces pays-là et que faut comparer ce qui est comparable. Donc, on est très mal placé en termes de santé mentale des enfants. On est très mal placé en termes de relations et de nombre d'échanges hebdomadaires par enfant. Et on est plutôt mal placé dans la qualité à créer des liens amicaux, que ce soit à l'école, dans les comment dire? Les activités sportives et cetera. Les pays où ça fonctionne plutôt bien évidemment, on va retrouver les pays nordiques parce qu'il y a une politique il y a une vision de l'enfance qui est différente, avec quelque chose de beaucoup plus horizontal et de beaucoup plus enfantiste. Mais il y a aussi une certaine réflexion autour du confort de l'enfant. Par exemple, je pense à l'école. Dans les pays nordiques, l'espace école n'est pas pensé en termes de classe fermée, il est pensé en termes d'espace. C'est-à-dire c'est un espace général. Il y a un espace général pour lire, il y a un espace général pour faire des maths, il y a un espace général. Alors bien sûr, après, il y a des classes, mais donc voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça. Le pays le mieux placé, enfin le pays, la région la mieux placée, c'est le Québec.
Québec a des taux de bien-être très élevés et a ces dernières années, alors qu'on voit une augmentation des troubles anxio-dépressifs dans tous les pays, notamment à cause du covid et cetera, le Québec a une baisse de ces troubles anxio-dépressifs. Et le Québec donc a une politique qui va, dès la naissance être dans un repérage, un accompagnement du parent, dans va favoriser, les interactions, va favoriser l'empathie, et surtout, c'est une région qui a, multiplié les lieux de ressources, en termes de santé mentale des jeunes. Donc des accompagnements, des possibilités d'aide, dans certains, peut-être de manière systématique, je ne sais pas, mais en tout cas dans les établissements scolaires, souvent, on a un référent en santé mentale. Donc c'est une vision très globale du bien-être de l'enfant et de sa santé mentale, et ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Bah, merci beaucoup et j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on termine. C'est une vision un peu plus méta. Est-ce que vous pensez que questionner l'adultisme, donc ce qu'on est en train de faire, etc., notre rapport avec les enfants, etc., ça pourra aussi permettre de lutter contre l'infantilisation, entre guillemets, du coup des personnes handicapées et minorisées qu'on traite comme des enfants, mais du coup si on questionne déjà notre rapport avec les enfants, ça peut peut-être changer des choses. Et déjà, quand on dit qu'on traite comme des enfants, c'est déjà problématique parce qu'on ne devrait pas traiter les enfants comme des enfants. Ça montre ce biais en fait de la façon dont on considère les enfants comme s'ils n'étaient pas aussi capables que les adultes et comme finalement on vient d'ores et déjà les discriminer, comme on viendrait parler d'un petit garçon et lui dire si tu vas pleurer comme une fillette. En fait, on est sur ces mêmes écueils. Quand on parle, voilà, arrête de faire ton bébé, arrête de faire ton enfant, etc., on vient déjà insinuer que c'est quelque chose de péjoratif. Sur la question handi, etc., en fait, c'est surtout on vient reconnaître la personne en situation de handicap comme une personne à part entière. Elle est dans ses capacités, dans ses potentialités et dans ses limites, comme tout à chacun. Euh, une personne minorisée, ben, elle n'est pas moins capable, etc., du fait d'appartenir à une catégorie dite minoritaire. En fait, tout ça, c'est le prisme de la société sur elle qui vient finalement faire facteur de handicap. Je voudrais faire le parallèle. La définition du handicap, c'est pas que la personne n'est pas capable. En fait, c'est toute limitation de l'activité de la personne en raison de l'inadaptation de son environnement. La nouvelle définition, enfin depuis 2005 du handicap, c'est pas de dire la personne n'est pas capable, mais il faut bien aménager le contour, proposer des aménagements suffisants pour permettre à la personne de pouvoir vivre la même vie que les autres. Et en fait, c'est la même chose sur toutes les minorités, sur la question de l'enfance, etc. C'est pas ces personnes-là qui ne sont pas suffisamment capables ou qui sont problématiques, c'est comment la société leur donne les moyens de pouvoir investir leur vie sociale voilà, pleinement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les informations et tout ce qui s'est passé pendant le podcast. Il y a une dernière chronique qu'on va lancer, c'est la chronique de Justine qui va nous parler qui va nous parler de littérature. Et donc, je vais laisser la chronique. L'adultisme, c'est cette domination des adultes sur les enfants, qu'on exerce parfois sans s'en rendre compte, en ne prenant pas leurs paroles au sérieux, en les infantilisant ou en les laissant seuls face à des responsabilités qui ne devraient pas être les leurs. Dans Les Loyautés, Delphine de Vigan donne voix à ces enfants qu'on ne veut pas entendre. À travers ces mots, elle nous plonge dans les silences, les secrets et surtout les liens invisibles qui unissent les êtres. Mais ce roman met aussi en lumière cette violence insidieuse, où la parole de l'enfant est minimisée, ignorée, voire méprisée. Cette forme de domination est au cœur de l'histoire de Théo. Théo a 12 ans. Il vit entre deux parents séparés, dans un contexte de négligence et de déni. À l'école, personne ne voit son mal-être, sauf Hélène, sa professeure, qui tente désespérément de le sauver. Delphine de Vigan nous plonge dans les pensées de plusieurs personnages, mais c'est à travers Théo que l'on saisit le mieux cette violence que subissent ces enfants quand les adultes ne les écoutent pas. Pour mieux comprendre ce que vit Théo, voici un passage du roman. Il est 18h30 quand il ouvre la porte, et sa mère est déjà là. Elle est assise dans la cuisine, elle découpe en lamelles des légumes dont la forme l'intrigue. Il aimerait demander comment cela s'appelle, mais ce n'est pas le moment. Elle le regarde, elle le toise.
Scanner silencieux, œil radar, c'est plus fort qu'elle. Elle le renifle, une semaine sans le voir. Pas d'étreinte, c'est l'empreinte de l'autre qu'elle cherche autant qu'elle la redoute. La trace de l'ennemi. Elle ne supporte pas ça, qu'il vienne d'en face. Théo l'a compris très vite, à cette air de défiance qu'elle aborde quand il rentre de chez son père, et ce mouvement de rejet qu'elle peine à dissimuler. D'ailleurs, le plus souvent, avant même de lui dire bonjour, elle dit « Va te doucher ». Des jours passés chez son père, il ne sera pas question. C'est une faille spatio-temporelle d'une totale opacité, dont l'existence même sera niée. Elle ne demandera rien, il le sait. Elle ne demandera pas s'il a passé une bonne semaine, s'il va bien. Elle ne demandera pas s'il a bien changé ou bien dormi, ce qu'il a fait, ce qu'il a vu. Elle reprendra le cours des choses là où ils les ont laissées, une semaine plus tôt. Exactement comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne pouvait avoir eu lieu. Une semaine de sa vie rayée du calendrier. S'il n'y avait pas son agenda Covadi, et chaque jour passé dont il découpe avec précaution le coin de page perforé, il pourrait douter lui-même de l'avoir vécu. Il mettra au sale les vêtements qu'il porte sur lui, tous sans exception, séparément, enfermés, dans un sac plastique parce qu'elle refuse qu'il soit au contact des autres. Sous la douche, l'eau tiède effacera l'odeur qu'elle ne supporte pas. Théo se met alors à boire en cachette et personne ne le voit. Ce silence, ce besoin de se rendre invisible, c'est une stratégie de survie face à des adultes absents ou aveugles. Les enfants n'expriment pas parce qu'ils pensent que c'est normal. C'est exactement ça, l'adultisme. Faire peser sur l'enfant le poids du non-dit. Hélène, elle aussi, en a souffert enfant. Elle en parle dans un passage marquant. Voici ces mots. Quand je me réveille la nuit, souvent cette question revient. Pourquoi je n'ai rien dit ? Pourquoi ai-je laissé tourner la roue de la fortune sans prévenir quelqu'un, sans appeler au secours ? Pourquoi ai-je laissé mon père multiplier les quiz, les pièges et les coups de pied ? Pourquoi n'ai-je pas crié ? Pourquoi ne l'ai-je pas dénoncé ? Allez Hélène, on se concentre. Une question d'histoire maintenant. Ou plutôt de psychologie. Pourquoi tu fermais ta gueule ? Comme c'est dommage, Hélène, tu aurais pu doubler la mise. Mais au fond, je le sais. Je sais que les enfants protègent leurs parents. Et quel pacte de silence les conduit parfois jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je sais quelque chose que d'autres ignorent. Et je ne dois pas fermer les yeux. Parfois, je me dis que devenir adulte ne sert à rien d'autre qu'à ça. Réparer les pertes et les dommages du commencement. Et tenir les promesses de l'enfant que nous avons été. Les Loyautés, c'est un roman court, mais qui frappe juste. Delphine de Vigan nous pousse à regarder en face ce que nous refusons souvent de voir. La souffrance des enfants et la responsabilité des adultes. En donnant voix à ceux qu'on n'écoute pas, elle dénonce cette forme de violence quotidienne qu'est l'adultisme. Donc merci beaucoup du coup à Iser et Caro, c'était hyper intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez un petit dernier message à nous faire avant qu'on finisse ? Déjà, un grand merci parce que peut-être que les réponses étaient intéressantes, mais les questions étaient très intéressantes et ça, il y a pas de bonne réponse sans bonne question. Alors, quelque chose par lequel on finit habituellement, donc ce petit rappel aux adultes, euh, toujours croire l'enfant, toujours, toujours, toujours. Voilà, ça c'est un incontournable, il y a rien d'autre à dire, toujours croire l'enfant et ne jamais se comporter avec l'enfant comme on ne se comporterait pas avec un autre adulte. Voilà, ça c'est deux principes. Un message aux enfants qui n'écouteront certainement pas le podcast, mais ça peut être intéressant que les adultes écoutent le message qu'on a envie d'adresser aux enfants. Dire aux enfants qu'ils ne sont jamais, jamais, jamais responsables du mal qu'on leur fait et voilà, des violences qu'on peut leur faire subir. Il y a un numéro d'urgence qui est le 119 ou 119 si on préfère, qui est un numéro gratuit où les enfants peuvent appeler en cas de violence ou de Et maltraitance. moi, je voudrais rajouter que à destination des enfants, continuer d'insister. En fait, des fois, les adultes, ils savent pas écouter. Des fois, les adultes, ils n'arrivent pas à croire les enfants et il faut insister. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage d'aller chercher une personne, parfois deux personnes, parfois trois personnes. Ça peut être sa tati, son tonton, ça peut être sa maîtresse, ça peut être la bibliothécaire. En tout cas, c'est toutes les personnes en qui vous avez confiance et qui, selon vous, sont bien pour vous. Allez chercher ces personnes et des fois, les adultes, ils savent pas très bien écouter. Et puis, il y a rappeler aux adultes qu'il n'y a pas de responsabilité pour l'enfant de parler.
Par contre, il y a une responsabilité et même une obligation légale pour tous les adultes d'écouter l'enfant. Voilà, n'inversons pas les choses. Et sur les dernières actualités quand même, le 15 novembre, partout en France, en tout cas dans plus de 20 villes, le collectif enfantiste organise des événements, des marches, des déambulations, des événements statiques, etc. Donc venez nous soutenir nombreuses et nombreux. 15 novembre, de 14h à 18h, un petit peu partout dans les villes de France. Et pour suivre nos actualités sur Instagram Collectif Enfantiste et puis pour nous Collectif Enfantiste 33. Et il y a d'ailleurs le collectif enfantiste, il y aura un événement le 15 novembre à Toulouse. Génial, bah, merci beaucoup et on va mettre en lien aussi un lien biblio avec beaucoup de bibliographies de films et de livres. C'est ça qui parle de l'enfantisme et de Oui, l'adultisme. oui. Super. Merci beaucoup pour Bah, votre merci accueil, beaucoup. pour tous ces temps d'échange et tout ça, c'est super. C'est super enrichissant. Bah, c'était vraiment génial. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode sur un nouveau sujet. Merci beaucoup.